Au milieu de l'indifférence glaciale d'une rue bondée de Chicago, un garçon sans abri de 12 ans a été témoin d'un accident où un policier blanc a été percuté par une voiture roulant à vive allure au milieu d'une intersection. Malgré le risque d'être mal compris et jugé, le garçon s'est précipité pour aider et a été pris à tort pour le coupable. Ce n'est que lorsque l'officier blessé s'est réveillé et a raconté la vérité que la ville a réalisé que la bonté n'a pas besoin de permission pour exister. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimerions connaître vos pensées. C'était une froide soirée d'automne dans le centre de Chicago. Le vent s'engouffrait entre les colonnes rouillées du métro et le béton du viaduc au-dessus bourdonnait du bruit du trafic impatient. Les lampadaires à demi éteints projetaient de longues ombres sur les murs de briques tachées et les benz à ordures couvertes de graffitis. Les gens passaient en hâte devant l'entrée de la ruelle, certains en manteaux élégants, d'autres en uniforme de restauration rapide, aucun ne regardant de côté. Une femme blanche serrait son sac à main plus fort en passant devant une silhouette emmitouflée contre le mur. Un homme en veste de livraison bleue jeta un coup d'œil et détourna les yeux, marmonnant quelque chose à propos de ces gamins des rues qui mendient toujours. Cette silhouette emmitouflée ne mendiait pas. Elle réparait un vélo. Elijah avait 12 ans, mince, avec une peau brun cendré et des boucles sombres épaisses attachées par un bandana usé. Il portait un sweat à capuche gris trop grand, taché de vieille graisse, et un jean 2 tailles trop grand, resserré à la taille par un cordon élastique cassé. Ses baskets n'étaient pas assorties. Ses mains, petites mais rugueuses, travaillaient soigneusement avec une fourchette tordue et une canette aplatie, ajustant la chaîne du vélo qu'il avait récupéré dans un tas de ferraille la semaine précédente. Du ruban adhésif maintenait la selle en place. Une caisse de lait cabossée était vissée à l'arrière. Son unité de stockage. Chaque objet avait une histoire. Aucune n'était bonne. Il n'était pas invisible. Les gens le voyaient. Ils ne voulaient simplement pas le voir. Parfois, il marmonnait « Trouve un travail » ou « Où est ta mère ?» D'autres fois, il traversait la rue. L'hiver dernier, lorsqu'il avait été surpris à faire une sieste sur un banc, le gardien de sécurité de la place avait aspergé le siège d'eau froide et lui avait dit d'aller ennuyer quelqu'un d'autre. Les mots ne faisaient plus mal. Pas comme avant. Elijah n'allait plus à l'école. Après la mort de sa mère dans un délit de fuite il y a 2 ans, sans qu'aucun parent ne se manifeste, il avait fui le système des foyers. Trop de bagarres, trop de règles. Il préférait dormir le dos contre la brique et la liberté dans son souffle plutôt que de rester éveillé dans une pièce où il n'était qu'un numéro. Il avait appris à rester silencieux, à éviter le contact visuel, à faire durer $1 4 jours. Mais chaque soir, avant de se pelotonner dans un coin derrière la laverie ou sous le viaduc, il levait les yeux à travers le brouillard des lumières de la ville et murmurait « T'es toujours là-haut, maman ?» Ses doigts serraient la seule chose qu'il lui restait, une écharpe rouge délavée tricotée par ses mains, sentant encore faiblement la lavande et le vieux parfum. Elle restait toujours dans sa poche. Cette nuit semblait la même, mais pas tout à fait. Alors qu'Elijah réparait la dernière pièce de sa chaîne, la resserrant avec un fil de fer, une sirène lointaine retentit. Quelque part dans la ville, quelque chose commençait déjà à mal tourner. Il ne le savait pas encore, mais d'ici, demain, son nom serait à la une de tous les journaux de la ville. Pas comme suspect, pas comme gamin des rues, mais comme un héros que personne n'attendait. Au moment où le soleil se couchait derrière l'horizon, Elijah pédalait dans le loop, slalomant prudemment entre les groupes de voitures klaxonnantes et les feux orange clignotants. L'air était plus lourd ici, sentant l'échappement, les bretzels brûlés et le béton humide. Les rues pulsaient d'impatience. Les employés de bureau sortaient en masse des portes vitrées tournantes, tenant leurs téléphones à l'oreille, évitant les flaques avec des chaussures de marque. Des camions de restauration bordaient le trottoir et un saxophoniste au coin de la rue essayait de surpasser le bruit du trafic. Personne n'y prêtait attention. Elijah gardait les yeux baissés, capuche relevée. Il connaissait le regard que certains donnaient, un mélange de peur et de dégoût, celui qui donnait envie de disparaître. Il n'était pas là pour mendier ou traîner. Il avait appris quand se fondre dans la masse et quand disparaître. Aujourd'hui, il devait juste traverser la bande du centre-ville avant que les bus ne déversent la foule du soir et ne rendent les pistes cyclables infernales. Mais le destin
comme souvent avec ceux qui le méritent le moins, avait d'autres plans. Le feu rouge à State et Monroe était long, comme toujours. Elijah s'arrêta juste avant le passage piéton, pieds au sol, tête légèrement inclinée. Devant, au milieu de l'intersection, se tenait un grand officier de la circulation blanc, vêtu d'un gilet fluorescent, les bras levés, criant par-dessus les klaxons. Il semblait avoir eu une longue journée, visage rouge, voix rauque, bougeant comme s'il était à bout de souffle face à l'humanité. Il fit signe à une camionnette de livraison d'avancer et se tourna pour crier sur une berline qui s'était arrêtée au-delà de la ligne. Elijah observait en silence, comme un chien observe un étranger, curieux mais prêt à être déçu. Puis ça arriva. Un rugissement, des pneus crissants et un SUV argenté déboula dans la voie opposée, déviant brutalement comme si le conducteur avait tiré sur le volant à la dernière seconde. Les gens sur le trottoir crièrent. L'officier de la circulation se tourna, les mains à peine levées, avant que le véhicule ne le percute avec une force brutale. Son corps fut soulevé, tournoya en l'air et heurta l'asphalte comme un sac de briques. Le SUV tangua, dérapa et fila à toute vitesse dans la rue. Tout s'arrêta l'espace d'un battement de cœur. L'intersection entière se figea. Elijah resta là, bouche légèrement ouverte, regardant l'officier allongé, tordu, au milieu de la route, un bras jeté dans un angle anormal, du sang s'écoulant sous lui. La foule recommença à bouger. Certains hoquetèrent, d'autres sortirent de leur téléphone. Quelques-uns se détournèrent. Personne ne s'avança dans la rue. Personne. Le souffle d'Elijah se coinça. Sa prise sur le guidon se resserra. Il pouvait entendre son propre cœur battre au-dessus du chaos. Chaque instinct lui criait de rester en dehors de ça. Il savait comment ça marchait. Un garçon noir en sweat à capuche, les mains couvertes de sang, penché sur un flic blanc au milieu du centre-ville. Ce n'était pas un titre de journal. C'était une condamnation à mort. Il pouvait déjà imaginer les menottes, les cris, les caméras de téléphone capturant le pire angle. Il pouvait déjà entendre les insultes. Voyous, criminels, délinquants. Il savait ce qu'il verrait. Pas un gamin, pas un sauveur, juste un corps auquel il ne faisait pas confiance. Mais alors, un souvenir traversa la peur. La voix de sa mère, douce mais ferme, comme lorsqu'elle tressait ses cheveux ou boutonnait son manteau avant l'école. Tu ne choisis pas comment le monde te voit, bébé. Tu choisis seulement qui tu es. Ne laisse jamais le monde endurcir ton cœur. Sois bon, même s'ils ne le sont pas. Sa gorge se serra. Il leva les yeux. Personne n'avait bougé. L'officier gémit une fois, sa poitrine se soulevant faiblement, le sang coulant librement d'une entaille près de son coude. Une chaussure avait volé, sa radio était écrasée sous lui. Elijah serra la mâchoire. Le feu passa au vert. Il lâcha le vélo. Sans un mot, il courut dans la rue, slalomant entre les voitures arrêtées alors que les klaxons éclataient. Quelques personnes crièrent « Gamin, dégage de là !» Mais il ne s'arrêta pas. Il s'agenouilla près de l'officier et grimaça à la vue. Bras cassés, peut-être une côte fêlée, du sang épaississant sur le béton. Elijah ne connaissait pas grand-chose au premier secours, mais il savait quand quelqu'un était en train de mourir, et cet homme mourait vite. Il sortit l'écharpe rouge de sa poche, celle de sa mère. Elle portait encore son odeur, faible comme un souffle. Il la pressa sur la blessure de l'homme et l'enroula fermement, nouant avec des mains tremblantes mais déterminées. Le sang imbiba presque immédiatement, chaud et horrifiant. Le visage de l'officier tressaillit. Un gémissement s'échappa de ses lèvres. « Tu m'entends? » murmura Elijah, la voix tremblante. « Ça va aller. Tiens bon. » Pas de réponse, juste une respiration humide et saccadée. Elijah jeta un coup d'œil au trottoir. Les gens regardaient maintenant, certains filmaient. Aucun ne s'approcha. Une femme en blazer secoua la tête et murmura « Où sont les ambulanciers? » Un homme derrière elle chuchota « Ce gamin l'a touché. T'as vu, il l'a touché? » Le cœur d'Elijah s'effondra, mais il ne bougea pas. « Ne t'arrête pas. Finis ce que t'as commencé. » Une sirène retentit faiblement au loin, trop loin. Il devait trouver de l'aide, une vraie aide. Il regarda son vélo, gisant dans la rue. La chaîne avait glissé, pas le temps de réparer. Il jeta un dernier regard à l'officier, pressa l'écharpe plus fort contre la blessure et murmura « Je ne t'abandonne pas.
Je te jure, je vais chercher quelqu'un. » Puis il courut, pas vers la foule, pas vers le commerce le plus proche où quelqu'un aurait peut-être déjà appelé le 911. Il sprinta le long de Monroe, coupant à travers les ruelles et les parkings, en direction d'un poste de circulation qu'il se souvenait avoir vu plus tôt à quelques pâtés de maisons. Ses jambes brûlaient, il ne ralentit pas. Derrière lui, la ville engloutit la sirène, la foule, l'homme blessé. Mais Elijah courait comme si son âme en dépendait, comme s'il pouvait, en arrivant à temps, faire en sorte que le reste n'ait plus d'importance. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que la partie la plus difficile n'était pas derrière lui. Elle l'attendait à une rue de là. Et peu importe à quelle vitesse il courait, il ne pouvait pas échapper à ce que cette ville avait déjà décidé qu'il représentait. Les poumons d'Elijah brûlaient alors qu'il parcourait le dernier pâté de maison. Le poste de circulation était juste devant, une cabine en béton coincée entre deux panneaux clignotants, flanqués de cônes orange et de rubans de signalisation délavés. Deux officiers se tenaient dehors, l'un avec un porte-bloc, l'autre sirotant un café, tous deux en pleine conversation, riant à quelque chose qu'Elijah n'entendait pas. Il s'arrêta en titubant, poitrine haletante, sueur coulant froide dans son dos malgré la fraîcheur du soir. Sa voix se brisa alors qu'il criait « Il y a un flic blessé! Il s'est fait renverser sur Monroe par une voiture! Il saigne beaucoup! » Les deux officiers se redressèrent, leur sourire s'effaçant. L'un d'eux s'avança, déjà en train de saisir sa radio. « Où exactement? »« À l'intersection de State et Monroe, » dit Elijah, essoufflé, pointant dans la direction d'où il venait. « Il est au milieu de la rue. Il ne bouge pas. » Le jeune officier hocha la tête et parla dans sa radio, la voix nette et professionnelle. « Unité à terre à State et Monroe. Demande immédiate d'ambulanciers et de renforts. Possible délit de fuite. Victime est membre du CPD. Je répète, CPD à terre. » L'autre officier se tourna vers Elijah, le regard perçant, évaluateur. « Tu as vu l'accident? » Elijah hésita, essuya ses mains ensanglantées sur son jean. « J'ai pas vu l'impact. J'étais de l'autre côté de la rue, mais j'ai couru pour l'aider. J'ai attaché son bras. Il saignait. J'ai utilisé ça. » Il plongea lentement, délibérément, la main dans sa poche et en sortit l'écharpe. Elle était trempée de sang rouge foncé, tordu et coagulé. « C'est la mienne. J'ai essayé d'arrêter le saignement. » Le visage de l'officier se durcit. Il ne hocha pas la tête, ne dit pas merci. Son regard glissa sur le sweat d'Elijah, ses chaussures éraflées, la saleté sous ses ongles, le sang étalé sur ses paumes, puis sur son visage. Ce regard méfiant, mesurant, comme s'il essayait de résoudre un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas correctement. « Reste ici, » dit-il platement. « Ne bouge pas. » Dans les minutes qui suivirent, ils étaient de retour sur les lieux. Les lumières clignotantes peignaient les bâtiments en bleu et rouge. Une petite foule s'était formée, délimitée par du ruban jaune et un officier aboyant des ordres. Elijah courait à côté des deux patrouilleurs, le cœur battant d'espoir et de crainte, espérant que l'officier était encore en vie. Il vit l'homme toujours sur le pavé, bien que quelqu'un l'ait légèrement repositionné. Un ambulancier planait au-dessus de lui, insérant une intraveineuse. Un autre ambulancier leva les yeux à leur approche. Traumatisme contondant massif, perte de sang importante, possible veine sectionnée dans l'avant-bras. Cette écharpe. Le jeune officier à côté d'Elijah pointa soudainement. « C'est ça? » L'ambulancier hocha la tête. « Ouais, celui qui l'a attaché lui a probablement fait gagner du temps. » Elijah expira, un semblant de soulagement lui serrant la gorge. Mais alors, l'officier plus âgé s'interposa entre lui et la scène. « Tu dis que tu l'as trouvé comme ça? »« Oui, monsieur. »« Et tu as attaché le bras? »« Oui, avec mon écharpe. Je ne lui ai pas fait de mal. J'ai juste essayé d'aider. »« Alors pourquoi est-ce que ton ADN est partout sur un flic à terre? » La voix ne monta pas, mais la menace derrière elle, si. « Je vous ai dit, j'ai aidé. T'as pas d'adresse? »« J'habite un peu partout. » Tu me dis qu'un gamin sans domicile s'est retrouvé là pile quand un officier se fait renverser? Juste quand le conducteur s'enfuit? Tu veux que je croie ça? Les mots frappèrent plus fort qu'un coup de poing. La bouche d'Elijah s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses mains étaient encore collantes du sang de l'homme.
L'écharpe, celle de sa mère, était maintenant mise sous scellé par un technicien de scène de crime. Il vit quelqu'un la prendre en photo comme une preuve. L'officier plus âgé s'approcha. « Tourne-toi. »« Quoi? Tourne-toi. J'ai rien fait. »« Alors t'as rien à cacher, pas vrai? » Le plus jeune sembla hésiter, regardant de son partenaire aux ambulanciers. « Peut-être qu'on attend. »« Non, on fait ça maintenant. » Une main sur son épaule, ferme, le fit pivoter, le métal froid sur ses poignets. Clic, clic. Des exclamations vinrent des spectateurs. Une femme murmura « Mon Dieu, ils arrêtent le gamin! » Un autre homme chuchota « Ça peut pas être juste. C'est qu'un gosse. » Mais personne ne s'avança. Pas une voix ne s'éleva plus fort qu'un murmure. Les menottes mordaient les poignets d'Elijah, alors qu'on l'emmenait loin des lumières clignotantes, loin de l'homme qu'il avait essayé de sauver, loin de l'écharpe, la seule chose qui lui restait de sa mère. Il ne pleura pas, il ne cria pas. Il avait appris il y a longtemps que les garçons noirs qui haussent la voix ne sont pas entendus, ils sont maîtrisés. Dans la voiture de patrouille, il tenta juste une fois. Je ne lui ai pas fait de mal, je l'ai sauvé. L'officier plus âgé ricana. On verra ce que disent les preuves. Elijah s'assit à l'arrière, le cœur battant, la gorge sèche, regardant l'horizon rétrécir alors qu'il s'éloignait. Il n'était pas encore en colère, pas complètement. Surtout, il ressentait la douleur familière d'être invisible, inaudible, jugé avant même d'avoir pu s'expliquer. Il pensa à sa mère, à sa voix dans sa tête, lui disant de faire ce qui est juste, d'être bon, même s'ils ne le sont pas. Il avait fait ce qu'elle demandait. Il avait tout fait correctement. Et pourtant, il était là, menotté, avec un dossier peut-être sur le point d'être écrit à l'encre indélébile. À la station, personne ne l'accueillit avec empathie. Ils prirent son sweat, ses chaussures, relevèrent ses empreintes. Quand il raconta à nouveau ce qui s'était passé, ils l'écrivirent comme s'il notait une excuse. Quand il demanda si l'officier était en vie, personne ne répondit. Il s'assit seul dans une pièce grise et pâle, sans fenêtre, la lumière fluorescente clignotant, une chaise et un banc métallique. L'acier froid pressait contre sa peau. Il frotta son pouce là où l'écharpe reposait habituellement dans sa poche. Elle était partie maintenant, probablement mise sous scellé comme un indice d'une scène de crime. Il ferma les yeux, pas pour dormir, juste pour s'échapper. Et c'est là que la honte arriva. Pas pour avoir aidé, mais pour avoir espéré. Espérer qu'il le verrait. Espérer que quelqu'un dirait merci. Espérer que faire preuve de décence suffirait à empêcher le monde de se retourner contre vous. Il aurait dû savoir. Mais même ainsi, s'il avait le choix à nouveau, il n'était pas sûr qu'il ferait différemment. Les lumières fluorescentes de la cellule de détention bourdonnaient au-dessus de sa tête, un son auquel Elijah s'était habitué au cours des dernières heures, mais qu'il ne pouvait toujours pas ignorer. Le banc sous lui était froid, impitoyable, comme s'il était conçu pour rappeler qu'ici, le confort n'existait pas. Il était assis, le dos contre le mur, les bras croisés, les yeux vides. Ils avaient pris son sweat, son écharpe, sa voix. Personne ne lui avait parlé depuis plus d'une heure. Pas d'avocat, pas d'assistant social, juste des regards, certains suspicieux, d'autres vides, la plupart l'évitant complètement, comme s'il était une tache sur le sol que personne ne voulait nettoyer. Une femme officier lui avait tendu un gobelet d'eau en plastique plus tôt, mais elle n'avait pas dit un mot, le posant simplement sur la table métallique avant de partir. Elijah ne le but pas. Sa bouche était sèche, mais quelque chose en lui refusa le geste, pas par fierté, mais par survie. Quand le monde ne vous donne que des miettes, vous apprenez à refuser les aumônes qui viennent sans humanité. Il ne voulait pas de leur pitié. Il voulait que quelqu'un écoute. Il repassait les moments dans sa tête, encore et encore. Le crissement, l'impact, le sang, le silence, la façon dont l'officier l'avait regardé, à peine conscient. La façon dont ses doigts avaient tressailli quand Elijah avait attaché l'écharpe autour de son bras. Ça devait signifier quelque chose. Quelqu'un avait vu. Quelqu'un devait avoir vu ce qu'il avait fait. Mais plus il y pensait, plus l'espoir semblait s'échapper par des fissures qu'il ne pouvait colmater. La porte s'ouvrit. Un claquement sec de bottes. Une femme en manteau beige, la trentaine peut-être, entra, tenant un porte-bloc. Son badge indiquait
Détective Marquez. Elle ne s'assit pas. Elle s'appuya contre la table, les yeux le scannant comme un puzzle dont elle n'avait pas toutes les pièces. Elijah, c'est ça? Sa voix n'était pas cruelle, mais pas douce non plus. Il hocha légèrement la tête. Tu sais pourquoi t'es ici? Je ne l'ai pas blessé, dit-il, ses yeux croisant enfin les siens. J'ai aidé. J'ai lu le rapport initial, dit-elle. Un officier dit que tu es arrivé au poste seul, les mains couvertes de sang, affirmant qu'un flic avait été renversé. Tu leur as donné une écharpe comme preuve. Ton écharpe. Ce n'était pas une preuve, c'était son garrot, dit Elijah. Il saignait. J'ai enveloppé son bras. Je leur ai dit. Je sais, répondit-elle, tournant une page. Mais tu vois le problème, non? Pas de témoins, pas de caméras n'ont capturé l'impact, juste l'après. Toi à côté de lui, couvert de sang. C'est tout ce qu'on a. La voix d'Elijah trembla maintenant. Pas de peur, mais du poids de tout ce qui était retourné à l'envers. Vous pensez que j'aurais fait ça et ensuite je serais venu vous le dire? Elle le regarda et pendant une seconde, quelque chose changea. Son regard s'adoucit légèrement. Je n'ai pas dit que je pense que tu l'as fait, mais je ne suis pas la seule à poser des questions. Il se pencha en avant, la poitrine serrée. Il est vivant? Une pause. Il est dans un état critique. Il a perdu beaucoup de sang. L'opération a duré des heures. Il est sous sédation maintenant, mais stable. Elijah s'enfonça en arrière. Un souffle qu'il ne savait pas retenir s'échappa enfin de ses lèvres. Il va s'en sortir si rien ne change cette nuit. Oui, Kitty. Oui. Le silence s'étira entre eux. Elle se redressa et se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. Avant de partir, elle se tourna et dit « Je reviens demain matin. Si tu penses à autre chose, quelque chose qui pourrait t'aider, c'est maintenant. Je vous ai déjà tout dit, » murmura Elijah. Plus pour lui-même qu'à elle, mais elle l'entendit. La porte se referma derrière elle avec un clic. Pendant ce temps, au 5e étage de l'hôpital Mercy, dans une pièce inondée de lumière stérile et d'urgence silencieuse, l'officier reposait dans un lit, pâle, inconscient, un tube dans la gorge, une intraveineuse dans chaque bras. Les machines bipaient, régulières et calmes maintenant, comme si le pire était passé. Mais la bataille n'était pas terminée. Une infirmière ajusta la couverture à ses pieds. Une autre vérifia les moniteurs et nota les constantes sur un porte-bloc. Personne ne parlait. Puis, juste après 5h12 du matin, ses paupières frémirent. C'était subtil, le genre de mouvement qu'on pourrait manquer si on n'était pas formé à repérer les signes de conscience. L'infirmière s'approcha, se pencha. « Détective Moran, » dit-elle doucement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Son souffle s'accrocha, ses yeux s'ouvrirent lentement, s'ajustant à la lumière. Une panique traversa son visage un instant avant qu'il ne semble réaliser qu'il était à l'hôpital. « Vous êtes en sécurité, » dit-elle rapidement. « Vous êtes à Mercy. Vous avez eu un accident. Vous avez été opéré. Vous allez bien. » Il cligna des yeux, déglutit, grimaça. « Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? » demanda-t-elle. Il hocha faiblement la tête. Sa voix était rauque. « Une voiture m'a percuté. »« Oui, un délit de fuite. » Il lutta pour parler. Elle lui tendit un petit carnet et un stylo. Sa main trembla alors qu'il griffonnait quelques mots. « Le garçon? Où est-il? » L'infirmière cligna des yeux. « Quel garçon? » Il tapota le carnet à nouveau. « Il m'a aidé. » Elle hésita. « Ils ont ramené un jeune suspect. Vous parlez de lui? » Il la regarda comme si elle avait complètement manqué l'essentiel. « Il m'a sauvé, » écrivit-il ensuite, appuyant plus fort avec le stylo. Dans l'heure qui suivit, l'appel de l'unité de soins intensifs atteignit le commissariat. Il voyagea rapidement de l'infirmière au médecin traitant, du médecin à l'administration, de l'administration à Marquez. Dès qu'elle lut la note transmise par l'hôpital, elle attrapa ses clés et ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'elle soit de retour au commissariat, poussant la porte de la zone de détention, ignorant les regards perplexes des officiers de nuit. « Elijah » appela-t-elle, et il releva la tête d'un coup. Elle marcha vers la cellule, tenant l'imprimé dans une main. Il s'est réveillé. Il a écrit une déclaration. Il a dit que tu lui avais sauvé la vie. Pas blessé, pas fui, sauvé. Elijah la fixa. Ça ne fit pas tilt tout de suite. Quoi? Elle déverrouilla la porte elle-même.
Tu n'es plus en état d'arrestation. Sortons d'ici. Il se leva lentement, encore incertain si c'était réel. Alors, il me croit? Elle hocha la tête. Il te croit, et c'est ce qui compte. Alors qu'elle le guidait hors de la zone de détention, passant devant les bureaux, les flics fatigués et les conversations creuses, Elijah ne sourit pas. Il ne pleura pas. Il marcha simplement, en silence. C'est pas léger, mais pas de soulagement. Il n'était pas encore libre. Pas vraiment. Pas tant que les gens ne voyaient pas au-delà du sang, au-delà d'un sweat à capuche, au-delà de la couleur de sa peau. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait regardé au-delà de tout cela et l'avait cru. À midi, la ville commença à changer. Ça commença par des murmures. Quelqu'un du personnel de l'hôpital avait posté anonymement sur les réseaux sociaux. L'officier renversé hier dans le centre-ville s'est réveillé et a dit que le gamin qui lui a sauvé la vie est en détention. Il a dit, je cite, « Il ne m'a pas blessé. Il m'a sauvé. » Le message explosa en quelques heures. Il était partout sur les bandeaux d'information, sur Twitter, sur les diffusions locales en direct. Une photo d'Elijah, granuleuse et prise d'un téléphone à travers la vitre d'une voiture de patrouille, circulait avec des légendes allant de jeunes héros injustement accusés à de suspects à sauveurs. Mais Elijah ne savait rien de tout cela lorsqu'il sortit du commissariat juste après midi, portant un sweat gris trop grand prêté par quelqu'un et sans chaussures. Il ne les avait pas encore récupérés. La détective Marquez marcha à ses côtés. « Tu as un endroit où aller? » demanda-t-elle prudemment, d'un ton plus doux qu'avant. Elijah secoua la tête, puis haussa les épaules. « D'habitude, je dors sous le pont sur Harrison, mais c'est bruyant là-bas, difficile de dormir. » Elle s'arrêta, ne sachant comment répondre à une telle honnêteté. « Je vais voir si on peut te trouver un logement, peut-être un centre, un des meilleurs. Tu devrais avoir un endroit sûr ce soir. » Il ne répondit pas. La lumière du soleil semblait étrangère sur son visage après la cellule sans fenêtre. Il continua de marcher, les mains dans les manches, silencieux, regardant ses pieds sur le béton. Ils passèrent devant une boulangerie et l'odeur de cannelle et de beurre lui fit presque monter les larmes aux yeux. Son estomac grogna. Marquet le remarqua. « T'as faim? » demanda-t-elle. Il hésita, puis hocha la tête une fois sans lever la tête. Elle s'arrêta dans un diner. Elle commanda des pancakes et des saucisses pour lui, un café noir pour elle. Il mangea en silence, lentement et prudemment au début, puis plus vite. Elle ne posa pas de questions, se contentant d'observer, puis demanda finalement « T'es sûr que t'as personne? De la famille? »« Ma mère, » dit-il doucement. « Elle est morte il y a un moment. Pas de père. Aucune idée de qui il est. » La détective soupira doucement. « T'as 12 ans. » Il hocha la tête. « J'ai un neveu de ton âge. Il se plaint si son chargeur de téléphone n'est pas assez long. » Elijah esquissa un léger sourire, juste un éclair, puis retourna à son assiette. Quand ils arrivèrent à l'hôpital plus tard cet après-midi, le hall grouillait déjà de journalistes. L'assistant du maire faisait une déclaration. Les reporters se bousculaient pour avoir une place, mais tous se tournèrent lorsque les portes automatiques s'ouvrirent et qu'un garçon entra à côté d'une détective. La salle se tut. Les caméras pivotèrent. Elijah se figea. Marquez posa une main sur son épaule. « Ça va? »« Non, » dit-il honnêtement. « Tu veux partir? » Ulrich Pelores respire. Elle le guida à travers la foule. La sécurité de l'hôpital dégagea le chemin. À la fin du couloir, dans une chambre privée remplie de fleurs, de cartes et de ballons de prompt rétablissement, l'officier Moran était assis, redressé, un bras dans un plâtre, l'autre reposant sur ses genoux. Il semblait plus vieux qu'avant, pas à cause de la blessure, mais du poids de ce qui avait failli être perdu. Quand Elijah entra, la pièce parut plus petite, plus lourde. Moran leva les yeux, un long regard. Il ne parla pas, puis sa voix se brisa légèrement lorsqu'il dit « C'est toi? » Elijah hocha la tête. « Je me souviens de toi. T'étais le seul à être venu. »« Ça, j'ai attaché votre bras, » murmura Elijah, « avec l'écharpe de ma mère. Tu m'as sauvé la vie, gamin. » L'officier cligna fort des yeux. Ils m'ont raconté ce qui s'est passé après. « Je suis désolé. Tu ne méritais pas ça. » Elijah baissa les yeux vers le sol. « Ça arrive. » Le front de Moran se plissa. « Ça ne devrait pas. » La pièce devint silencieuse. Puis, lentement, l'officier tendit sa main intacte. « Viens ici. » Elijah hésita,
puis s'avança. Et Moran le serra brièvement dans ses bras d'un seul bras. Les caméras ne capturèrent pas cette partie. Ce n'était pas pour eux. C'était pour le garçon et l'homme. Deux personnes de mondes différents qui s'étaient rencontrées dans un moment unique de douleur et de grâce. La cérémonie officielle eut lieu 3 jours plus tard sur les marches de l'hôtel de ville. Le maire, le chef de la police et une rangée d'officiers en uniforme se tenaient devant une foule de centaines de personnes. Les écoles avaient fermé plus tôt. Les équipes de télévision filmaient sous tous les angles. Et au centre des marches, portant un costume donné qui ne lui allait pas tout à fait et des chaussures neuves encore trop raides, Elijah se tenait là, les mains jointes, essayant de ne pas s'agiter. L'écharpe était à nouveau dans sa poche, nettoyée, repassée, rendue. La police avait proposé de l'encadrer. Elijah avait dit non. Le maire se pencha vers le micro. Aujourd'hui, nous honorons non seulement un acte héroïque, mais aussi un rappel que le courage ne porte pas toujours un badge ou un titre. Parfois, le courage est un garçon qui n'a rien à gagner, rien à prouver et tout à risquer, qui choisit d'agir quand même. Elijah entendit à peine les applaudissements qui suivirent. Il resta immobile, le cœur battant, regardant la foule. Certains visages souriaient, d'autres observaient avec curiosité. Mais il ne pensait pas à eux. Il pensait à sa mère, à sa voix. Sois bon, même s'ils ne le sont pas. Et maintenant, peut-être pour la première fois, quelqu'un avait enfin vu le garçon qu'elle avait élevé. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, Elijah était assis sur les marches, la foule partie depuis longtemps, marqué s'approuve.